Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Dufresne, directeur innovation et technologie au sein du groupe AXA. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Alors, peut-être pourriez-vous donner votre parcours personnel et puis nous expliquer l'ambition du groupe AXA, l'ambition 2015 et la stratégie et les grands chantiers de transformation au sein du groupe. Bien volontiers. Donc, comme vous le dites, je suis donc en charge de l'innovation et de la technologie. Donc, ça veut dire que par formation, je suis un ingénieur, je suis un technologiste qui fait du marketing. Donc, c'est assez inhabituel dans les services financiers et c'est pour ça que je pense qu'il était important de le préciser. Ma mission, c'est de transformer la distribution et d'utiliser le potentiel des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les nouveaux terminaux, la technologie digitale au sens large, les nouveaux canaux de distribution, pour à la fois optimiser le business existant et explorer des nouveaux business models. Je suis passionné, voire obsédé de l'expérience client. Avant de rejoindre AXA, j'étais dans l'industrie des télécoms et de l'Internet. J'ai eu la chance, dans les années 2000, qu'Orange me demande de créer un labo aux États-Unis, en partenariat avec le MIT, pour explorer tous les nouveaux services mobiles Internet qui commençaient à poindre à l'horizon. C'était une expérience fantastique, parce que l'écosystème de Cambridge et du MIT nous a fourni des développeurs de talent, des idées extraordinaires et de la technologie de première classe, on va dire. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir AXA comme laboratoire vivant pour tester ces nouveaux concepts avec des vraies organisations et des êtres humains. Alors on a bien compris, vous cherchez à optimiser le business, votre activité grâce à l'innovation. Vous êtes vous-même très sensibilisé à l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grands principes que vous vous êtes fixés chez AXA et ce sur quoi vous avez concrètement travaillé tant dans le domaine vie que dans l'IRD? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'AXA est un groupe énorme. C'est un des plus gros assureurs mondiaux, présent dans 70 pays, servant à peu près 60 millions de clients et plus de 150 000 employés. Donc c'est une organisation énorme et seule la technologie peut arriver à faire évoluer durablement avec les économies d'échelle attendues cette organisation. Alors, j'ai, on va dire, des principes clés qui sous-tendent ça. Bien sûr, la technologie peut faire énormément de choses. Par contre, ma méthode, et je pense que c'est le bon sens, c'est de procéder sous forme de co-création de clusters d'activités, soit avec des clients finaux ou des distributeurs, lorsqu'on parle d'introduire de nouvelles pratiques au sein de la distribution, soit sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que lorsque je parle de co-création et d'innovation, ce n'est pas que les clients ou les distributeurs, mais c'est aussi les actuaires, les marketeurs et l'IT. Donc on a fait deux grands chantiers, un chantier qui s'appelle Salesforce Effectiveness, donc qui va toucher majoritairement la partie customer facing, et puis tout un chantier interne de collaboration via l'intranet. Et il y a un troisième élément aussi que j'ai oublié de mentionner, qui est celui des partenaires technologiques et même des partenaires de services financiers au sens large. Ce sont eux qui vont nous apporter aussi l'essentiel de nos idées, parce que, comme je l'ai été moi-même à une époque quand j'étais chez Orange, ils ont 5 ans d'avance d'un point de vue technologique et sont à la recherche de débouchés très concrets. Mais ça peut se faire que par une véritable co-création ou un véritable partenariat sur des sujets très précis et des engagements. Pour vous donner des exemples, dans le UK, en Angleterre, pardon, on a développé tout un service de asset management, de gestion de finances online, et on a créé une communauté d'utilisateurs pour permettre à nos clients de mieux gérer leurs finances, de faire appel à des sachants ou des passionnés pour les conseiller, qui vont trouver parmi leurs pairs, et éventuellement se faire assister par des distributeurs et par des agents AXA pour finaliser leurs transactions, etc. Donc c'est un service qui va ouvrir en septembre
et qui a pour vocation d'être généralisé sur l'ensemble des géographies. Un autre exemple, c'est le modèle de banque assurance. La banque assurance, c'est un canal extrêmement important pour nous assureurs. D'une part parce que les banques sont en avance par rapport aux assureurs en termes de gestion client, du fait de la nécessité et d'évoluer qui a été senti de manière plus forte chez les banques que chez les assureurs. Et parce que aujourd'hui les banques sont à la recherche de partenaires financiers pour faire de l'assurance. C'est le BAL, les nouvelles régulations autour de BAL 2, Solvency 2, etc. etc. Donc il y a un contexte favorable autour de la banque assurance. Alors ce qu'on a fait en Belgique, c'est qu'on a travaillé d'abord sur nos bases de données internes. On a regardé ce que font nos clients, puisque la Belgique, c'est le seul endroit où AXA a une banque interne avec un réseau de distribution physique. C'est le seul endroit au monde. Donc on avait des données banque, vie, non-vie ou assurance IRD. Et donc on a identifié des groupes de clients qui avaient certains comportements, des segments, mais pas des segments par âge ou démographiques, mais des segments comportementaux d'upsell, de cross-sell, des gens qui continuaient à investir chez nous. Et on a trouvé des profils similaires qui n'avaient pas été travaillés. Et ces profils non travaillés n'avaient pas été travaillés parce que les réseaux de distribution sont cloisonnés, verticalisés, ne collaborent pas entre eux. Donc pour arriver à créer cette collaboration, on a créé la notion de personal banker, donc une personne qui va se déplacer chez les clients et puis ensuite va router finalement ces clients vers les bons experts en fonction des bonnes compétences que nous avons à disposition. Donc il y avait une partie technologique et une partie vraiment de change management. Et puis dans un troisième projet qui touche plus la partie, on va dire, intranet, c'était comment mieux faire collaborer l'IT avec ses partenaires du business, les risk managers et les marketeurs, et comment on a créé des communautés autour de la création de nouveaux produits, très en aval. C'est un projet qu'on appelle le Global Product Screening, qui permet aux pays de proposer des idées, de les partager sous forme de communauté et d'avoir divers niveaux d'approbation jusqu'à la ligne de business qui, elle, après, décide de globaliser le produit. Donc voilà 3 types d'initiatives basées sur ces principes de co-création. D'accord. Donc là, on voit bien que l'innovation peut jouer un rôle. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans vos axes de développement, puisque vous avez cité 2 principaux axes de développement, customer facing ou B2B au travers des réseaux bancaires, de partenariat, et puis avec un 3e chantier qui, lui, est un chantier interne de collaboration. Vous avez parlé de workflow management. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples de problèmes que vous rencontrez et de partenaires que vous rechercheriez, ou en tout cas d'une réflexion que vous lancez, que vous démarrez et sur laquelle vous auriez une ambition particulière avec un projet? Alors, on a, on va dire, 5 top priorités aujourd'hui chez AXA dans les 3 années à venir. Il y a bien évidemment les pays émergents. Vous avez dû voir dans la presse, donc on a signé une joint venture avec ICBC, qui est le plus gros réseau de distribution bancaire en Chine. Et il y a d'autres partenariats bancaires, mais disons d'une manière générale, on a affaire à des pays qui ont une forte croissance et sur lesquels on a des réseaux de distribution qui sont extrêmement volumineux, avec des 15 000 agents par exemple. Donc là, d'un point de vue technologique, il y a un problème qui consiste à former ces gens, s'assurer que le risk management et les process sont bien suivis, et également à permettre de leur permettre de cross-seller éventuellement par rapport à leur base de produits existants. Donc il y a des notions de télémarketing intelligent autour de ça. Donc on a vendu des assets non stratégiques dans des pays matures, comme AXA Life UK, AXA Canada, AXA Australia, pour se recentrer sur ces pays émergents. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est le modèle de banque assurance. Et je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à ce que j'ai décrit avec la Belgique. Mais là, on n'est plus dans le cas d'une banque interne, mais on est dans le cas d'une banque avec laquelle on a une joint venture et on a moins d'influence, on va dire, sur les process. Donc ce qu'on cherche à faire dans ces cas-là, c'est améliorer notre service en B2B,
aux agents de retail. On a aujourd'hui deux mondes, le monde de l'assurance et le monde de la distribution bancaire qui ne se parlent pas. Et il faut arriver à fournir des services peut-être sur le cloud, peut-être de manière fluide pour bypasser la rigidité des infrastructures informatiques des deux, pour permettre aux agents d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe au niveau de la gestion des sinistres et vice-versa aux gens des sinistres et de la souscription des risques, de mieux comprendre quel type de clients ils ont en face, est-ce que c'est des bons clients ou des mauvais clients, etc. Donc on a tout intérêt à partager, on va dire, une infrastructure informationnelle entre ces deux entités de façon à améliorer l'expérience de la distribution. Donc là, on est sur un projet plutôt CRM 360 degrés, vue du client complète, tant sur la partie IARD que sur la partie vie, et donc de faire communiquer deux informations qui sont finalement dans des canaux différents et qui sont en silo, de les rassembler pour que le conseiller ait une vue complète de son client finalement. Absolument, donc il y a cette vision à 360 des événements clients, mais il y a également une question d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut arriver à pousser les bonnes informations et des informations qui sont utiles à un conseiller. D'accord. Aujourd'hui, on voit que même lorsqu'on leur fournit un service intranet, ils ne vont pas aller très loin en profondeur pour aller chercher les bonnes informations. Donc quand même vraiment un problème d'usabilité et d'ergonomie par rapport à ces informations. Trop d'informations nuit à l'efficacité et donc et pas assez fait qu'on appelle la hotline, fait qu'on demande plus de formation et très rapidement, nous en tant qu'assureurs, on est limité dans les moyens qu'on peut mettre à disposition de nos partenaires pour les former, pour les éduquer, etc. Donc on a vraiment un problème là donc de partage d'informations qui se trouvent en silo, mais également d'ergonomie autour de ça, quels que soient les devices. J'imagine que c'est aussi une demande des clients. Absolument. Des absolument. assurés. Les assurés, par exemple, aujourd'hui, n'ont pas accès aux services que nous, on fournit en tant qu'assureurs sur la gestion des sinistres via mobile. Ils aimeraient l'avoir via leur partenaire bancaire. Donc là aussi, ça crée des disparités entre les réseaux qui sont de moins en moins acceptables par nos clients. Donc il faut vraiment mettre tout ça à niveau et s'assurer qu'en fait, quel que soit le canal de distribution propriétaire ou non propriétaire, on arrive à servir le client au mieux de ses intérêts. Alors peut-être pourriez-vous nous donner votre vision de l'expérience finalement du client, parce qu'on a beaucoup parlé du conseiller ou de l'agent et de l'optimisation, de la collaboration qu'il peut avoir, du désilotage des différents canaux de distribution. Mais finalement, la vue du client, c'est celle évidemment de l'interne, mais c'est aussi le client qui lui voit les différents services, peut avoir différentes attentes et a une expérience qui évolue et avec des attentes évidemment qui s'inscrivent dans certaines tendances. Est-ce que vous pourriez nous donner l'histoire, la vision que vous voyez justement de cette expérience client de demain? Alors, c'est évident que l'assurance, déjà par construction, c'est un business qu'on pourrait penser de B2C, mais en fait c'est vraiment du B2B. D'accord ? Et ça a été conçu comme ça. Et donc, on a énormément de progrès à faire au niveau de cette gestion client. Donc, certains diront il faut déjà arriver à faire le minimum qu'on devrait faire avant d'aller sur des zones, on va dire, de co-innovation avec les clients. Ceci étant, de plus en plus, les clients, avant de prendre une décision, vont aller sur le web, vont aller consulter différents sachants, soit entre eux, soit parler entre eux, soit aller voir leur agent, soit aller voir des concurrents, soit aller voir des comparateurs, etc., soit comparer les offres et la qualité des offres sur les différents canaux. Donc les clients sont de plus en plus informés, ils sont hybrides. Ce qu'ils attendent de l'assureur, c'est qu'on reconnaisse ça. C'est-à-dire qu'à minima, déjà, il faudrait que quel que soit le canal, chaque canal ait la vision des événements qui se sont passés dans les autres canaux. Après, dans un deuxième temps, on peut imaginer que l'on ait des offres de plus en plus sous forme de briques
sur lesquels les clients peuvent se prononcer. Ça va aller dans le domaine de la santé, par exemple. C'est de plus en plus le cas. C'est beaucoup plus facile peut-être à faire dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines où il y a des paramètres de risque plus évolués. Et puis enfin, il y a, on va dire, les partenaires avec lesquels on travaille, c'est-à-dire notamment les constructeurs de voitures, notamment les gens qui construisent des tours ou des habitations. De plus en plus, ces gens-là ont à leur disposition des nouveaux usages, des informations sur le comportement des bâtiments, sur la manière dont ils sont entretenus, etc., etc. Et les voitures, pareil. De plus en plus, les constructeurs comme Renault et d'autres souhaitent tirer parti de l'intelligence qui va exister au sein de la voiture. Et donc toute cette information pour nous est essentielle. Alors bien sûr, il ne faut pas... J'imagine qu'ils distribuent également de l'assurance et que c'est un partenaire B2B potentiel. Alors, bien sûr, ce sont de nos partenaires. Mais c'est la question qui se pose toujours dans le domaine assurantiel et dans la distribution, c'est qui a le client, qui a le vrai client. Est-ce que c'est celui qui achète la voiture ou c'est celui qui achète l'assurance? Donc, et après, chacun a des ambitions de nouveaux business models, de création de valeur, de nouveaux services. Donc il faut arriver quelque part à choisir ses partenaires et finalement à bien faire comprendre la valeur des deux côtés, tout en restant dans son cœur de métier, mais en s'associant pour créer plus de valeur. Voilà. Donc avec les constructeurs auto, bien évidemment, nous on est intéressés pour adresser un certain nombre de nouveaux segments. Pareil avec les banques. Hein. Les banques ont une clientèle qui est beaucoup plus jeune que celle des assurances. Tout simplement parce qu'on a un compte bancaire bien plus jeune, on se bancarise à 18 ans, et alors que pour une assurance, on devient intéressant lorsqu'on est déjà ce qu'on appelle un cadre sup, de l'épargne. Donc, par contre, il faut qu'on arrive à faire mûrir les clients au travers d'un dialogue avec nos partenaires. Et c'est tout. Pour la voiture, c'est pareil. Les jeunes conducteurs, c'est un marché intéressant. Par contre, et les nouvelles voitures électriques ou toutes les nouvelles normes dans le domaine de l'énergie, c'est intéressant. Par contre, il faut nous, en tant qu'assureurs, qu'on soit capable de prédire ce qui va se passer en termes de risque et combien ça va nous coûter lorsqu'il va falloir réparer des équipements de plus en plus complexes. Donc on a intérêt à s'associer avec eux pour comprendre ces nouveaux business models, en fait. D'accord. Et la technologie nous permet de le faire. Donc on a bien compris des liens forts B2B, cœur de votre métier, donc avec des partenaires stratégiques, des banques ou des constructeurs automobiles ou autres types de partenaires. Quels seraient vos axes de diversification? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que dans la stratégie AXA, on parlait de votre ambition, est-ce que la diversification entre dans cette ambition? Est-ce que vous avez une stratégie de diversifier les services, d'aller plus dans la prévoyance, plus dans la retraite, plus dans... Quelles seraient vos priorités parmi les différentes opportunités qui s'ouvrent à AXA? Mais la santé, c'est un des domaines qui est en pleine évolution et la régulation évolue, surtout en France. De manière plus globale, on a affaire à un vieillissement des populations avec des services à domicile, à l'habitat, etc., etc. Donc il y a de nouvelles demandes autour de ça. Et donc on a un instrument qui est lui plus prospectif que ce que je fais, qui est le fonds AXA pour la recherche, qui lui anime effectivement des communautés de chercheurs, des académiques et nous éclaire un petit peu sur l'avenir sur ces sujets-là. Après, bien sûr, il faut répondre à des demandes très court terme. Si une nouvelle loi apparaît dans un pays, et si on nous demande en tant qu'assureur pas de se suppléer à l'État, mais du moins de collaborer avec les États pour faire des retraites complémentaires ou des assurances santé complémentaires.
D'accord, donc la santé est un domaine important pour vous, on l'a bien compris. Peut-être un dernier mot sur l'innovation. L'innovation, vous avez parlé de cloud, vous avez abordé le sujet de la mobilité. Est-ce que vous avez une réflexion particulière ou peut-être un appel à formuler ou une réflexion qui pourrait être lancée au sein d'AXA dans ces deux domaines, mobilité et cloud, purement technologique, purement innovation. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui vous paraissent intéressantes? Vous avez également abordé les réseaux sociaux. Quels sont vos, peut-être un dernier mot sur cette innovation? Quelles seraient finalement quelles seraient les réflexions aujourd'hui que vous avez dans ces domaines-là et peut-être dans d'autres sur l'innovation? Je pense que les réseaux sociaux, clairement, c'est un des sujets qu'on a sous-estimé chez nous. On voit les réseaux sociaux d'une manière un peu autour de la e-reputation. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur la marque, etc. On a peur des réseaux sociaux, en fait, le plus souvent. Alors qu'en fait, ce sont une opportunité, ils représentent une opportunité de dialogue et de conversation avec nos clients pour notamment leur faire dire ce dont ils ont besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on va investir de plus en plus sur des intégrations entre nos sites web et les gens qui sont en charge de concevoir les produits. Ma vision, c'est effectivement d'avoir une vision end-to-end du développement produit, allant bien sûr des communautés d'actuaires et des gens qui fabriquent le risque avec les marketeurs et les distributeurs et les clients. Et cette transparence finalement autour de la chaîne de valeur, elle ne pourra être obtenue que grâce à des technologies qui permettront de tracer toutes ces interactions et de les structurer. Parce que le gros problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas assez structurés. Et donc, je pense que la technologie va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir travailler avec des communautés internes, des clusters internes, pour bien structurer ces besoins et s'assurer qu'en fait, les informations qu'on va remonter et utiliser sont des informations pertinentes et actionnables. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est que souvent on a donné la parole aux clients, mais on a été incapable de transformer nos propres process internes pour arriver à répondre à la demande. Donc il faut vraiment travailler des deux côtés. Le côté, on va dire, dialogue avec les clients et le côté re-engineering ou transformation des process internes et voir jusqu'où on peut aller en termes de transformation. Donc besoin de faire évoluer l'offre, besoin de transformer les processus internes, notamment de validation des produits proposés. Est-ce qu'il y a d'autres besoins sur la mobilité ou sur d'autres sujets? Vous parliez du cloud également. Oui, la mobilité et toutes les informations liées aux objets de manière générale. Et aux capteurs et aux réseaux, on va dire aux objets communicants d'une manière générale. Je pense que dans ce qui nous préoccupe dans les 10 années à venir, ça va être la manière dont on va pouvoir tracer ce qui va se passer à l'intérieur des voitures, des maisons, des bâtiments, etc. Et prédire finalement le coût de nos sinistres, parce que quand même on est dans une logique, nous, où on rembourse les gens lorsqu'il y a des sinistres. Pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, lorsqu'on remplaçait un bris de glace dans un phare, on remplaçait que la vitre. Maintenant, on remplace tout un bloc parce qu'il y a une électronique embarquée et c'est extrêmement complexe. Dans la maison, c'est des choses qui vont dans cette voie-là. On n'est pas capable de comprendre encore avec les nouvelles normes énergétiques qui sont en train d'être imposées sur les bâtiments basse consommation, etc., quels vont être les niveaux d'instrumentalisation qu'il va falloir mettre en place et quel type de garantie, nous, assureurs, on va être capable de donner. Vous voyez bien que si un bâtiment consomme plus d'énergie, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être lié au bâti lui-même ou ça peut être aux usages ou au dysfonctionnement de la maintenance, etc. Donc je pense que pour moi, l'avenir, il sera dans notre capacité à agréger toutes ces micro-informations, les trier, les prioriser. Et je ne vois que des technologies cloud et des logiciels de data mining suffisamment puissants et sophistiqués pour nous aider à arriver à réaliser ces prédictions et à faire des produits qui correspondent bien aux besoins de nos clients futurs.
Écoutez, futur, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous vos grands chantiers de transformation, votre vision pour l'avenir, votre ambition, l'ambition de votre groupe. Merci Eric Dufresne d'avoir passé ce moment avec nous chez Microsoft. Merci Vincent, c'est un plaisir.